L'entre-deux-guerres est sur le plan politique une période passionnante, et à mon avis, relativement méconnue. Trop souvent pensée comme un interlude entre les deux grands conflits, cette période possède des dynamiques toutes particulières. Les communistes se pensent en mesure de prendre le pouvoir, tandis que les ligues portées par les anciens combattants sont à leur summum. C'est dans ce contexte qu'un homme va jouer un rôle tout particulier. Peu connu du grand public, François de La Rocque est l'un des hommes clés de la période. L'ancien militaire va mener successivement deux organisations, les Croix de Feu, puis le Parti social français. Connaissant un succès immense, le Parti de La Rocque devient le seul et vrai unique parti de masse de droite de l'histoire de France. Mais qui est donc cet homme ? François est le fils du général Raymond de La Rocque, proche des milieux catholiques nationalistes. D'une famille militaire, il intègre Saint-Cyr et prend part à la Première Guerre mondiale. Après avoir été déployé au Maroc, il est rapatrié en France suite à une grave blessure en 1816. Désirant ne pas rester à l'arrière, il retourne sur demande au combat et prend part à la bataille de la Somme. En 1918, La Rocque est à 33 ans le plus jeune chef de bataillon de l'armée française. Décoré de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur après-guerre, il continue sa carrière en occupant divers postes dans l'état-major, notamment au service de Foch. En 1928, il quitte l'armée avec une solide réputation et entre au Croix de Feu l'année suivante. Fondé en 1927 par l'écrivain Maurice Hannot et financé par François Coty, propriétaire du Figaro, les Croix de Feu sont à l'origine une association d'anciens combattants. En 1931, La Rocque en devient président et en fait la plus puissante des ligues nationalistes. Diverses sections sont créées pour accueillir ceux qui n'avaient pas servi au front. De 15 000 membres en 1930, les Croix de Feu en comptent 100 000 en 1934. Idéologiquement, le mouvement veut unir la nation dans une fraternité militaire et critique le parlementarisme qui affaiblirait la nation. Les Croix de Feu se font connaître par l'organisation de grandes cérémonies, parades, commémorations. Ces derniers se rendent visibles dans le paysage politique. En décembre 1934, La Rocque publie Service public, un ouvrage qui lui permet de développer sa pensée. Imprégné de christianisme social, les mesures en faveur du prolétariat sont nombreuses. Congés payés, salaire minimum, droit de regard des ouvriers sur la gestion des entreprises. Économiquement, on ne se situe pas loin de ce que défendaient les socialistes de l'époque. L'autre partie du programme est elle bien plus conservatrice. La famille est mise au centre de la société. La patrie, elle, doit avoir une armée puissante pour se protéger. Travail, famille, patrie. Rapidement, les Croix de Feu œuvrent pour l'action sociale, ouvrent des dispensaires et organisent des maraudes. De plus, des liens importants sont créés avec les associations sportives et les associations de scoutisme. Les Croix de Feu ne sont pas révolutionnaires. Bechstein et Milza avancent que le gouvernement Tardieu-Laval avait sûrement financé le mouvement. Car en effet, François de La Rocque n'est pas un révolutionnaire. Alors que l'affaire Stavisky secoue la République, des manifestations monstres sont organisées le 6 février 1934 dans la capitale. Alors que les ligues telles les Jeunesses Patriotes et les Camelots du Roi tentent de prendre d'assaut le palais Bourbon, les Croix de Feu, eux, restent en retrait sur ordre de La Rocque. Une partie des dirigeants du mouvement démissionnent, reprochant au colonel de ne pas avoir saisi l'occasion de prendre le pouvoir. Malgré sa volonté, La Rocque a du mal à contrôler les éléments les plus radicaux du mouvement. Des violents combats éclatent à Limoges entre Croix de Feu et communistes. Le Front populaire, arrivé au pouvoir, ordonne la dissolution des milices, alors qu'une partie des cadres veut prendre la rue et forcer le gouvernement à rétropédaler. François de La Rocque annonce la création d'un parti politique, le Parti social français, né des cendres des Croix de Feu. Acceptant le jeu des institutions républicaines, le PSF ne se veut en aucun cas un parti cherchant à prendre le pouvoir par un coup d'État. Il se déroule alors la plus fulgurante ascension politique de l'histoire de France. En une seule année, le parti compte 600 000 adhérents, soit plus que le Parti socialiste et communiste réunis, qui possédaient alors ensemble 500 000 membres. En juillet 1937, La Rocque rachète le Petit Journal et dote le parti d'un organe de communication politique. Le Parti social français était particulièrement populaire chez la petite bourgeoisie, notamment chez les commerçants, mais connaît également un certain succès chez les ouvriers. Le groupe parlementaire comptait, en 1936, 9 parlementaires et 45 autres se déclarant sympathisants. La vraie force du PSF était les élections municipales. Près de 3000 maires étaient associés au mouvement. La Rocque refuse de rejoindre le Front de la Liberté, projet fasciste proposé par Doriot, et au contraire tend à se rapprocher du Parti radical, jusqu'à soutenir le gouvernement Daladier. Le Parti social français dérange les classements traditionnels des historiens.
se déclarant ni de droite ni de gauche, nationaliste et anticommuniste, mais également antifasciste et rejetant l'antisémitisme. La Seconde Guerre mondiale débute et alors que les affaires tournent au désastre, les députés du Parti social français votent les pleins pouvoirs à Pétain. Larocque est partisan du légalisme. Il reconnaît le maréchal, mais rejette l'idée de capitulation. La défaite française ne permet pas au PSF de profiter de son fantastique développement électoral. Le parti est dissous, mais Larocque, lui, continue de jouer un rôle important. Ce dernier est dans une position compliquée. Il n'est pas en désaccord avec les principes de la Révolution nationale, travail, famille, patrie, étant après tout une devise de son propre parti, mais il est patriote, rejette la défaite et la barbarie du totalitarisme. Il fonde le réseau Clan, réseau de résistance, qui recueille des informations et les transmet aux services britanniques. En 1943, Larocque et nombreux cadres du PSF sont raflés par la Gestapo et déportés. Retenu en tant que prisonnier politique, sa santé en souffre grandement. Il est libéré par les Américains en mai 1945, mais est honteusement assigné à résidence. Sa santé ne s'améliore pas et il décède quelques mois plus tard. En 1961, lui est enfin décerné à titre posthume la médaille de la déportation et de l'internement pour fait de résistance qui lui avait été refusée. Le gouvernement Debré s'excuse pour le mauvais traitement qu'il a subi et De Gaulle lui rend hommage. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo ? Larocque, les Croix de Feu, le Parti social français, tous représentent en termes d'histoire politique des phénomènes extrêmement intéressants que j'ai abordés ici de manière très superficielle. Cette vidéo est avant tout destinée à faire connaître un homme qui est bien trop peu connu, ou encore plus tragiquement, connu en mal. De nombreux historiens et politiques avaient fait à l'époque de Larocque un fasciste, un collaborateur, un traître. Une volonté de simplifier l'histoire et transformer le PSF en un mouvement fasciste français qu'il ne fut jamais. Cette campagne calomnieuse fut menée notamment par les communistes et il ne trouva que peu de défenseurs, les partisans de l'extrême droite ne lui pardonnant jamais son inaction lors du 6 février 1934. Quelques personnalités ont quand même fini par prendre sa défense, tels que Mitterrand ou Duhamel, et les historiens tendent à redorer son image. Il m'a semblé nécessaire d'informer sur cet homme et sur le mouvement qu'il a dirigé, que je trouve particulièrement intéressant. Alors que la situation politique en France est des plus tendues, l'étude de la situation politique de l'entre-deux-guerres devient de plus en plus pertinente. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, mettre un pouce bleu, de vous abonner, de partager la vidéo si vous voulez me soutenir, et dites-moi si des vidéos sur d'autres partis ou d'autres personnalités politiques de l'entre-deux-guerres par exemple vous intéressent, ou si vous préférez d'autres contenus. Je vous souhaite une super journée à tous. Lorsqu'ayant déposé notre casque, remis notre fusil au râtelier, nous avons, sortant de la bourrasque, revu les champs, le bureau, l'atelier. Nous espérions qu'ayant gagné la guerre, la France aurait le bonheur à jamais. Mais il fallut qu'une horrible mégère, la politique, hélas, perdit la paix. Allons, devant les points de feu, notre tasse n'est pas finie. Servons de la patrie, le rappel et le devoir de Dieu. Allons, ne ferme à jamais, tous unis comme au fond de la guerre, tous les vainqueurs de la guerre, se protéger, la France dans la paix. Jadis, la France était la Gaule, les vieux Gaulois, moustachus et velus, hache au poing ou lance sur l'épaule, n'étaient-ils pas nos aïeux les poilus? De Charlemagne aux grognards de l'Empire, les fils de France ont eu des cœurs ardents. De ces héros, il faut qu'on puisse dire, les Croix de Feu sont les fiers descendants. Allons, devant les Croix de Feu, notre tâche n'est pas finie. Fiers enfants de la patrie, le rappel et le devoir de Dieu. Allons, le serment à jamais, tous unis comme au fond de la guerre, nous les vainqueurs de la guerre.
Chant de la Manche à l'Alsace, 1500 000 héros de nos amis. Pour sauver le sol et notre race, sont maintenant pour toujours endormis. Les oubliés seraient indignes et lâches, qu'ils ne soient pas morts inutilement. Nous, croix de feu, continuerons leur tâche. Aux croix de bois, nous en faisons serment.